vendredi 4 octobre, bienvenue dans la télé du Mondial et dans Good Morning Mondial. Nous sommes ensemble pour 50 minutes avec notre grand invité, c'est Peugeot et c'est vous, Xavier Duchemin. Vous êtes directeur commercial France. Bonjour Xavier Duchemin. Bonjour Emmanuel. Vous avez le sourire et vous pouvez, car chez Peugeot, c'est un festival de vraies nouveautés sur le salon. On va bien sûr y revenir, c'est pour cela que vous êtes là ce matin. À votre côté, Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, un chercheur qui trouve. C'est Voilà. pas tout le temps. Expert de la filière automobile, vous nous direz pourquoi les constructeurs français retrouvent le sourire, je veux dire financièrement parlant. J'essaierai, oui. En face de vous, sur le plateau, on va parler sécurité à bord des voitures, mais pas les airbags multiples, pas les systèmes anti-collision. Non, non, quelque chose de beaucoup plus simple, la sécurité extrêmement basique, les gestes qui sauvent pour préserver votre sécurité, pour sauver des vies. Et nous sommes avec vous, Laurent Colas. Bonjour, vous êtes le patron de la marque Rescue Me. Oui, bonjour Emmanuel. Et Daniel Quérault, à côté de vous, vous êtes président de 40 millions d'automobilistes. Oui, bonjour. Et puisqu'on est dans une thématique de sécurité, nous vous révélerons tout sur l'appel d'urgence, ce qu'on appelle le e-call, avec Intermutuelle Assistance tout à l'heure et un invité qui nous rejoindra. En fin d'émission, nous vous montrerons aussi un journal, l'Hebdo du Mondial, qui est téléchargeable sur le site mondial-auto.com. Un très beau magazine et surtout très intéressant, ce qui ne gâche rien. C'est parti pour l'actu du jour. À l'étranger, le marché américain se tient très bien. Il est stable depuis le début de l'année, plus 0,3% et moins 0,7% l'épaisseur du trait en septembre. Vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, c'est quasiment 15 millions de voitures par an. On dépassera les 15 millions cette année et la particularité de ce marché, ce sont les pick-up, évidemment, 40% du total des immatriculations aux États-Unis. Et on compare ce marché avec la France, 15 millions aux États-Unis, 2 400 000 en France entre les voitures et les véhicules utilitaires. C'est un marché qui fait 4 fois le marché français, comme on s'en doute. Toujours à l'étranger, on fait un petit tour en Europe du Sud. En Espagne tout d'abord, la bonne santé, la très bonne santé du marché espagnol qui rebondit, plus 14% en septembre et plus 11,5% depuis le début de l'année. En Italie, plus 17%, c'est encore mieux en septembre, et plus 17% depuis le début de l'année, avec une très bonne santé du groupe Fiat. Ça n'étonne personne, on adore les Fiat aux États-Unis et la 500 reste un mythe d'ailleurs partout dans le monde. Vous êtes là sur le Mondial, visitez le stand Fiat avec pas seulement des voitures, mais aussi un bateau, nous a-t-on dit, un Riva. On raconte toujours une histoire sur un stand, et Fiat sait le faire cette année, tout comme Peugeot, on va y revenir avec vous, Xavier Duchemin. Et puis Seat, la marque Seat annonce pour 2017, c'est-à-dire l'année prochaine, le lancement d'un nouveau crossover, un petit crossover. C'est une grande nouveauté, un scoop. Il s'appellera l'Arona, et il va être fabriqué à Martorell en Espagne. On reparle encore de l'Espagne ce matin, avec la plateforme et le style de la nouvelle, de la future Ibiza, ainsi que ses motorisations. Et voilà, c'est une autre information, effectivement, les constructeurs reprennent des plateformes communes et produisent quasiment tous les véhicules avec une seule plateforme. Allez, j'exagère à peine, mais en tout cas, on rationalise énormément au sein du groupe Volkswagen, puisque Seat en fait partie. Chez nous, en France, vous achetez des voitures neuves, et on est là pour vous en convaincre, évidemment, sur la télé du Mondial, mais les Français, vous, chers internautes, vous achetez surtout des véhicules d'occasion, 3 fois plus que de véhicules neufs tous les ans. Eh bien, le marché du véhicule d'occasion est en progression depuis le début de l'année de 1,3%. Même s'il est en régression en septembre, on aura encore un marché de l'occasion florissant, plus de 5 500 000 véhicules, vous voyez, à comparer aux 2 millions de véhicules neufs. À la télévision ce soir, sur RMC Découverte, à 20h50, un documentaire sur l'histoire de l'industrie automobile française, de sa naissance à nos jours. Évidemment, la France est l'un des berceaux de l'automobile mondiale. Allez, soyons franchouillards, le berceau de l'automobile mondiale. Un programme inédit, extrêmement intéressant, avec des invités triés sur le volet. Le Tone, bien connu, présentateur de Top Gear France, mais aussi François Alain, qui présente Vintage Garage. Et également, on citera François Roudier, le directeur de la communication du Comité des constructeurs français d'automobiles. François Roudier, qui est notre boss, à nous tous, sur la télé du Mondial.
Aujourd'hui sur le mondial, bien sûr, vous allez venir, chers internautes, nous rendre visite. Le mondial est ouvert au public à 10h et jusqu'à 20h. Il sera nocturne jeudi et vendredi jusqu'à 22h. Et venez découvrir l'exposition Moteur, l'automobile fait son cinéma. Elle est passionnante cette expo avec plus de 40 véhicules, voitures célèbres dans l'histoire du cinéma. Il y a, regardez, les voitures des James Bond, bien sûr. Il y a aussi la Plymouth Fury du film Christine, la célèbre Mustang de Bullitt, la Camaro de Transformers. Vous déambulez dans cette expo en vous rendant au 8, tout au fond et tout en haut du parc des expos de Paris, porte de Versailles. Pour vous, chers visiteurs, également, le très dynamique stand des voitures noires. Vous savez, c'est une société qui fait circuler des VTC, des véhicules de transport avec chauffeur. Voiture Noire vous propose un simulateur vraiment formidable. On l'a testé, c'est l'un des meilleurs du salon. Et vous propose de remporter un baptême en supercar. Rendez-vous chez Voiture Noire, Hall 4, Aléa, stand 220. Autre simulateur sur le stand de Top Gear Magazine, nos confrères, où vous pouvez également rencontrer aujourd'hui, non pas Jeremy Clarkson ou Matt Leblanc, c'est dommage, mais au moins toute l'équipe de Top Gear Magazine. Voilà pour l'actualité, place maintenant à notre invité. Xavier Duchemin, vous êtes directeur commercial France de Peugeot. Merci d'être sur la télé du Mondial, de prendre sur votre temps parce que vous êtes un homme très occupé, avec des équipes également très occupées sur le salon. Un début de salon prometteur, le stand Peugeot attire, il est absolument magnifique et je vous propose tout de suite une visite guidée du stand Peugeot en images. Regardez avant de venir y goûter. L'histoire qu'on raconte, c'est une très grande transformation de notre marque qui a démarré il y a presque 4 ans avec un renouvellement complet de notre gamme de produits et qui aujourd'hui se matérialise avec 2 nouveautés très fortes que sont les nouveaux SUV Peugeot 3008 et 5008. Et cette transformation de la marque, c'est une véritable montée en gamme et une montée en sensation, une expérience de conduite renouvelée que nous proposons à nos clients. Et un design affirmé, merci Gilles Vidal, le patron du style. Absolument, un design tout à fait affirmé, d'une très grande cohérence entre les différents produits de la gamme et qui vient aujourd'hui dans notre gamme de SUV s'affirmer de façon très claire comme des SUV de la marque Peugeot et on ne peut pas se tromper. Derrière vous, Guillaume Couzy, Peugeot Amplified Experience, 360 degrés, une animation pour qui? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les spectateurs ici qui ont ce casque de réalité virtuelle, mais ce casque de réalité virtuelle, il est présent également dans tout notre réseau avec le lancement de la 3008 pour que le public en général puisse découvrir un certain nombre de fonctionnalités de 3008 en réalité virtuelle. Par exemple, les aides à la conduite qu'on va difficilement faire découvrir avec un test drive parce qu'on ne va pas vouloir mettre un client ou un consommateur en situation de danger. Et ben, on va faire découvrir cette aide à la conduite, le freinage d'urgence par exemple, à travers la réalité virtuelle. Nous sommes devant la zone sport avec un magnifique 3008 DKR. C'est la première fois que vous le présentez. 3e engagement de Peugeot dans le Dakar. Absolument, 3008 DKR en première mondiale, puisque ces 2 dernières années, nous avons couru avec une 2008 DKR. Nous sommes victorieux en 2016, donc tenant du titre, et nous allons remettre en jeu ce titre avec des équipages d'une très très grande qualité et des pilotes qui ont énormément d'expérience sur le Dakar. Donc on est très enthousiaste et puis bien entendu ça vient soutenir l'image de ce nouveau SUV Peugeot 3008 que nous lançons dans les jours à venir. Merci à Guillaume Couzy, directeur communication et marketing de Peugeot, pour son professionnalisme et sa concision. Xavier Duchemin, êtes-vous un homme heureux avec un si beau stand? Oui, alors on a beaucoup de chance chez Peugeot. On a déjà la chance que le public nous publicite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on est la marque automobile préférée des Français. Et puis on a effectivement un beau stand. On a aussi des bons résultats commerciaux. Ça fait la 3e année qu'on progresse. On a une progression de 5% sur le marché français, avec beaucoup de voitures qui sont en tête dans leur catégorie. La 308 est la plus vendue dans sa catégorie, la 508 est la plus vendue dans sa catégorie. Et puis au mois de septembre, la voiture la plébiscitée par les particuliers, c'est la 208. Donc une très belle dynamique. Et puis effectivement, on a un travail des designers, des ingénieurs qui est absolument fabuleux. Et quel plaisir de le présenter au grand public
sur ce salon. Et puis quel beau stand, c'est vrai, il faut le dire. Hein. Je suis subjectif en disant ça, mais réellement c'est magnifique. Écoutez, très beaux matériaux. Quelle impression avez-vous voulu donner justement au grand public? On est une marque qui a fait le choix dès 2012 de monter en gamme, d'améliorer l'expérience client, le confort, l'innovation dans le véhicule. Et on voulait aussi, au travers du stand, l'exprimer pour que le grand public puisse le voir. Et je suis très content que vous l'ayez remarqué. Je pense effectivement que quand on compare par rapport à d'autres stands, on voit où est le positionnement de Peugeot. On le voit très bien, effectivement. Alors, parlons de vos nouveautés, évidemment, parce qu'elles sont belles, elles sont fracassantes. Vos nouveaux 3008 et 5008, ce sont des stars du mondial. Elles bénéficient à plein du talent de Gilles Vidal, hein, le directeur du style de la marque, qui s'est exprimé pleinement. Voilà, on a quelqu'un d'absolument fantastique. Gilles fait un travail remarquable pour Peugeot et depuis plusieurs années. C'est le père de la 308 qui est un succès très fort en France et en Europe. C'est aussi le père de ces fabuleux SUV, la nouvelle 3008, la nouvelle 5008. Je pense qu'il sent très bien l'air du temps. Il a su donner allure, émotion à Peugeot, repenser les calandres. On a une marque qui est conquérante, avec un style qui est très fort aujourd'hui et reconnu. Est-ce qu'on peut dire que les lignes de ces deux véhicules sont masculines, presque agressives ? Écoutez, je laisserai Gilles en parler. Je pense qu'il en parlerait beaucoup mieux que moi. Il sera l'invité, Gilles Vidal, de On refait le mondial, vendredi 14, la dernière émission de la télé du mondial. Ne manquez pas, c'est un homme passionnant. C'est un style qui allie élégance, émotion, force, qui aussi donne un aspect très statutaire à nos véhicules. 308 a été voiture de l'année en 2014. Et puis rêvons un petit peu, peut-être que la nouvelle 3008 sera aussi voiture de l'année dans quelques semaines à Genève. Et puis alors le fameux à l'intérieur iCockpit, ça c'est vraiment la révolution pour Peugeot, pour l'expérience client. Voilà, on a souhaité quelque chose de très simple, de très épuré. On avait commencé sur 308. On a beaucoup d'éléments qui aujourd'hui personnalisent une Peugeot. Une Peugeot, c'est un petit volant qui vous permet d'avoir une agilité tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, toujours ce petit volant sur les 3008 et 5008 ? Tout à fait, et en plus avec un aplat. C'est-à-dire qu'en fait, il est petit, un aplat, vous avez une très très bonne visibilité, vous avez une voiture particulièrement agile, et c'est quelque chose qui est plébiscité. Le toucher de route Peugeot, légendaire. Voilà. Le toucher de route avec un châssis extraordinaire, c'est la base de conception qu'on a déjà sur la 308. Et puis une simplicité d'utilisation. On a décidé de ne plus avoir autant de boutons qu'auparavant. Vous avez un intérieur très apuré. Ah oui, ça c'était la publicité 208, on gommait tous ces boutons. Voilà, exactement. C'est toujours la même chose puisque l'écran tactile, le iCockpit, permet de cumuler toutes les fonctions qui étaient auparavant mécaniques. Avec un accès, des touches piano qui permettent d'accéder très vite à certaines fonctions. Donc c'est une voiture très intuitive, très simple et avec énormément de fonctionnalités qui intègrent le meilleur savoir-faire en termes d'innovation. Ça fait envie, messieurs. Réaction par rapport aux nouveaux produits Peugeot, est-ce que vous les avez vus sur les stands ? Oui, Daniel Quérault, 40 millions d'automobilistes. C'est vrai qu'il y a une très belle gamme de Peugeot et puis j'ai même été invité par PSA qui a eu, je le dis pour vous, je dirais l'intelligence de faire des mesures de consommation en réel. J'ai été invité à faire un circuit. Important de le souligner. Donc aujourd'hui, quand on donne une consommation chez Peugeot, elle est proche de la réalité de tous les jours. Ouais. Bernard Julien. Oui, je crois qu'effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais la reprise des marchés européens. La montée en gamme de Peugeot. Voilà, donc les constructeurs français et Peugeot comme marque a su profiter à plein parce qu'ils avaient les produits qui allaient avec les tendances du marché. Donc il y a une affirmation de cette tendance-là avec une montée en gamme chez Peugeot qui est relativement nette avec ces produits-là. Il faudra voir si, ce faisant, on ne perd pas trop de clients qui étaient habitués à être en dessous. C'est un peu le boulot qui est assigné à Citroën. Il y a peut-être une petite incertitude quant au positionnement de Citroën et à sa capacité à récupérer les clients qui seront laissés en chemin potentiellement par cette montée en gamme chez Peugeot. Alors, monsieur Duchemin, des clients laissés en chemin ? Écoutez, moi je peux vous parler de Peugeot. Très clairement, ça marche chez Peugeot, la stratégie. Un grand bravo à Maxime Picat, qui était le directeur de la marque, qui a initié ce virage courageux de la montée en gamme. On voit que les volumes progressent. Peugeot progresse aussi mondialement. Donc vous répondez clairement, notre stratégie est un démenti, disons, aux interrogations de ceux qui disent ça devient plus cher chez Peugeot, donc certaines personnes ne pourraient plus en acheter. Alors, vous dites que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, on le prouve commercialement.
Et puis en fait, la voiture n'est pas plus chère aujourd'hui, puisqu'elle se tient très bien en valeur résiduelle. Et notamment, on a des prix Alors, de ce qu'on location. appelle la valeur résiduelle, qu'est-ce que c'est C'est en fait la valeur à 3 ans de nos véhicules. D'accord. Pourquoi elle se tient bien? Parce qu'on a changé notre dispositif commercial, on fait moins de promotions, parce que nos voitures résistent bien au temps, on a amélioré fortement la qualité, et nos voitures plaisent, il y a une appétence du public, ce qui fait qu'on peut proposer des locations tout à fait... Des coûts d'usage, finalement, des coûts d'usage réduits. Tout à fait intéressants, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Ouais. Juste pour vous donner un chiffre, à 289 € par mois, vous pouvez rouler dans la nouvelle 3008. Et ça, c'est simplement le fait qu'on a de très bonnes valeurs à 3 ans. L'ensemble des professionnels estiment que la 3008, dans 3 ans, aura une très bonne valeur de recommercialisation. Laurent Colas, vous êtes basé aux États-Unis. Vous êtes français, mais vous êtes basé aux États-Unis. Quand vous entendez des loyers de 289 € par mois, est-ce qu'aux États-Unis, on est plus cher, moins cher pour l'accession à l'automobile? Est-ce qu'on a beaucoup de location avec option d'achat, de location longue durée? Oui, c'est le côté traditionnel. C'est aux États-Unis d'ailleurs, ça a commencé. C'est le programme du lease. Et on a des tarifs similaires, même un peu plus bas. Ça Parfois un peu plus démarre bas. à 149 Oui. On achète la voiture moins chère au kilo là-bas, paraît-il. Exactement. Oui. Un pick-up de 2,5 tonnes pour 30 000 $, quoi, même pas. Bon, oui, on incite à la consommation après 2-3 ans à renouveler son parc. Quoi. Alors qu'en France, on est vraiment moteur sur l'allègement des véhicules. Parce que vous produisez aujourd'hui des véhicules qui font 150 kg au bas mot de moins que la génération précédente. Voilà. Donc moins consommateurs de carburant. Voilà, c'est une des grandes révolutions. Je pense qu'on peut être très fier de l'industrie automobile en général. C'est qu'une industrie qui s'est remise en cause, qui a décidé de tenir les objectifs qui nous étaient assignés en termes d'émissions, de dépollution. Et tout ça, ça passe par une révolution incroyable. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles plateformes véhicules qui pèsent moins lourd. Vous l'avez cité, 150 kg de moins sur la nouvelle 3008 et des consommations records. Et comme vous le soulignez, monsieur, ce n'est pas PSA qui dit que les consommations sont records, c'est des associations indépendantes de PSA. C'est Daniel Quérault de 40 millions d'automobilistes qui le rappelait, effectivement. Voilà. Et donc ça, c'est une des grandes forces. Et aujourd'hui, dans la gamme Peugeot, on a 34 véhicules qui ont les meilleures émissions de CO2 au monde. Donc c'est aussi une grande fierté. Et je dois dire, c'est une grande fierté française, parce que c'est fabriqué en France, avec des ingénieurs français, et ça prouve le savoir-faire de l'industrie automobile française. Et bravo à PSA pour sa transparence. Ça a été voulu très clairement par Carlos Tavares, qui est le big boss de PSA, effectivement. Hein. Et si on cite le directeur recherche et développement du groupe PSA, Gilles Leborgne, il a déclaré en ouverture du mondial, Gilles Leborgne, donc je le cite, pour respecter les normes de dépollution très sévères des véhicules d'ici à 2025, nous devrons nous appuyer sur toute la palette des motorisations, y compris beaucoup de diesel de nouvelle génération. Alors le diesel n'est pas mort. Non. Peugeot chantre du diesel. Non, en fait, ce qui compte pour nous, c'est de plaire aux clients. C'est les attentes des clients. Donc on a cette chance aujourd'hui d'avoir la palette totale. On a des voitures hybrides, on a des voitures électriques, on a des moteurs essence de nouvelle génération, et on a gardé, bien entendu, notre savoir-faire sur le diesel. Et même, je serais tenté de dire, on a un coup d'avance sur le diesel, puisqu'on a un dispositif, sans être trop technique, qui s'appelle SCR, qui nous permet de réduire très fortement les émissions, Vous sans avez fait tricher, le bon choix technique. voilà, par rapport à d'autres concurrents. Qui, eux, n'ont pas forcément fait un choix aussi coûteux. Parce que ça coûte cher, quand même, d'intégrer le système SCR dans un véhicule neuf. C'est le système le plus efficace que nous puissions proposer à nos clients. Alors je voudrais qu'on s'attarde tout de suite sur une autre annonce faite par Peugeot, parce qu'on parle beaucoup de véhicules neufs, de technologie. Ça, ce sont vraiment les atouts des véhicules de la marque Peugeot. Mais Peugeot a fait une annonce assez fracassante, le lancement d'un nouveau programme qui s'intitule Free to Move. Alors vous allez déployer chez Peugeot, sous cette marque, tous les nouveaux services de mobilité. Et ça, c'est la vraie révolution sur le mondial. D'ailleurs, j'en profite pour élargir au-delà du sujet Peugeot. Des opérateurs de mobilité sont égrenés un petit peu partout sur le salon, ce qui vous donne, chers visiteurs, chers internautes, la capacité, même si vous n'êtes pas passionné par l'automobile, de venir nous voir, parce qu'il y a toutes les preuves et les racines de cette mutation vers la mobilité et de l'inclusion des opérateurs de la mobilité dans la filière automobile finalement. Je vous propose d'écouter tout de suite l'interview
de votre patron, Xavier Duchemin, qui s'appelle Jean-Philippe Imparato, le patron de Peugeot, sur le sujet Free to Move. On regarde. C'est une vraie révolution pour nous. C'est le deuxième pied finalement du plan Push to Pass. Push to Pass, c'est quoi? C'est je suis un constructeur automobile de référence qui exploite un certain nombre de marques, dont Peugeot, mais je suis aussi un fournisseur de mobilité. Et ça, c'est très nouveau chez nous. Alors Free to Move, c'est le nom générique qui héberge un certain nombre de mouvements tactiques du groupe en matière de mobilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le grand public qui nous regarde? Alors ça veut dire concrètement que nous avons investi dans un certain nombre de start-up qui elles-mêmes développent indépendamment, l'une de l'autre d'ailleurs, des solutions, par exemple d'autopartage, des solutions d'autopartage de professionnels à particuliers, mais de particuliers à particuliers aussi. Mais pas que ça. Nous avons également, par exemple, dans le portefeuille de ce qui a été officialisé hier, Travel Car. Vous laissez votre voiture à Roissy, vous partez en vacances pendant 15 jours. Avez-vous envie de payer 250 € de parking? Travel Car vous dit, laissez-moi les clés de votre voiture et c'est moi qui vais vous payer 9 € par jour. Par exemple, ce qu'est en train de faire le groupe là, c'est de prendre pied sur un marché nouveau dont on ne connaît pas complètement tous les contours d'ailleurs, mais qui va nous surprendre dans les années qui viennent. À ce titre, Xavier Duchemin, Peugeot a créé un fonds d'investissement de 100 millions d'euros pour accompagner ces fameuses start-up de la mobilité. Effectivement, on est dans un monde absolument fascinant. La mobilité est en train de se déplacer. Comme l'a dit Jean-Philippe Imparato, on est fournisseur de voitures, mais aussi fournisseur de mobilité. Et je suis très fier d'être dans un groupe qui a décidé de ne pas subir, de prendre l'initiative, d'investir dans des start-up, d'étudier toutes les possibilités, de se poser la question quelles sont les attentes du client. Le client veut des locations de voitures, veut avoir des opportunités, veut rentabiliser ses voitures. À chaque fois, on essaye de trouver la solution pour rendre le service que le client attend. Et c'est absolument fascinant parce que tout se transforme. Une vitesse record. Une vitesse Ça ne s'est record. jamais produit, On des a la chance transformations aussi aussi d'avoir rapides. un grand patron qui nous donne un tempo très fort avec Carlos Tavares. C'est une transformation qui concerne nos clients, notre réseau de distribution. Vendredi dernier, j'expliquais au réseau toutes ces transformations. Il faut qu'on se mette collectivement en ordre de marche pour répondre aux attentes de nos clients qui sont en train de changer très rapidement dans le monde de l'automobile, de la mobilité. Et il y a un mot de Jean-Philippe Imparato, ces nouveaux services, donc Free to Move, c'est la deuxième jambe de Peugeot, rien de moins que cela. Exactement. Ouais. C'est push to pass, on fabrique des voitures et on fait de la mobilité. Ouais. Les constructeurs français sont en forme, enfin en tout cas PSA est en forme, Renault aussi d'ailleurs, on a vu il y a un magnifique stand chez Renault. Nous aurons demain sur la télé du Mondial Philippe Buros, le directeur commercial France de Renault, donc rendez-vous demain matin bien entendu. Mais les constructeurs français regagnent de l'argent aussi, et ça c'est important parce que c'est de l'emploi, c'est la sauvegarde de nos usines, c'est le Made in France et pas seulement bien sûr. Et c'est tant mieux pour l'économie française. On en parle tout de suite dans l'Écho. Avec vous, Bernard Julien, vous êtes universitaire, chercheur, trouveur, directeur du GERPISA. Vous êtes notre expert automobile du jour. Justement, Bernard, ce matin, on parle de la santé des constructeurs français parce que, évidemment, on entend le discours de Xavier Duchemin de Peugeot. On a un plan stratégique extrêmement fort, des produits. On a Free to Move, effectivement, qui va vers la mobilité. Mais financièrement, PSA n'allait pas très bien il y a quelques années encore. Oui, effectivement, si on se reporte 2 ans en arrière et a fortiori 4 ans en arrière, on se souvient que pour PSA, mais aussi pour Renault, les choses étaient très difficiles en sortie de crise. Et même si les signes avant-coureurs d'un regain de forme se dessinaient en 2014, on n'était pas du tout sûr que chez PSA comme chez Renault, on serait à même de profiter d'un rebond qui était lui-même hypothétique. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on a 2 bons exercices de part et d'autre, 2 bons exercices européens en particulier. Donc on a effectivement cessé un peu de dire que tout se passait dans les émergents et que l'Europe était damnée. Les émergents, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, voilà, la ce Chine. qu'on appelle les BRIC traditionnellement. Voilà. On rajoute la Russie, Brésil, mais enfin, ça va pas très Russie, bien. Ouais. Inde, Chine. Donc évidemment, aujourd'hui, le Brésil, ça va mal, la Russie, ça va mal. La Chine, ça a eu payé, ralentit. mais c'est moins Ça brillant. a eu payé. Et l'Inde va bien, mais ceci étant, aujourd'hui, on ne se vante plus de faire X% à l'international et beaucoup moins en Europe, comme s'il fallait absolument s'enfuir d'Europe pour être vivant. On a plutôt le sentiment inverse, et effectivement, c'est lié
au fait que la sortie de crise est très bénéfique aux marques généralistes et en particulier aux marques généralistes qui ont su renouveler leur gamme de produits, à condition qu'effectivement, comme PSA l'a fait, mais comme Renault l'a fait aussi, un certain nombre de révisions stratégiques aient été opérées et un certain nombre de rationalisations de l'outil industriel l'aient été aussi. Alors, pour entrer dans la vulgarisation très précise des rationalisations industrielles, ça voulait dire pour PSA fermer Aulnay-sous-Bois et transférer les productions. Xavier Duchemin, c'est ça, hein? Vous l'avez fermé en quelle année? 2013? C'était 2012. 2012. Ça a été un traumatisme énorme d'ailleurs pour les équipes. Ce qui est important, regardons ce qui se passe aujourd'hui, on a fabriqué 1 million de voitures en France. 60% de la production est en France. Oui, vous n'avez pas délocalisé, vous êtes toujours localisé. On contribue à hauteur de 5 milliards à l'excédent commercial français. Donc tout ça, c'est des signes positifs. Et puis, c'est une boîte qui a su se redresser dans un temps record. Je pense que quand on est passé par là, on a appris beaucoup de choses, dont l'agilité. Et c'est important et c'est quelque chose qui nous sera très utile, je pense, pour les prochaines années. Bernard Julien, vous vouliez réagir par rapport aux localisations, délocalisations? Oui, enfin, assez clairement, hein, c'est le cas pour PSA comme c'est le cas pour Renault. Dès avant la crise et pendant la crise également, on a eu un certain nombre de relocalisations des fabrications, en particulier des modèles de gamme B, hein, qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire des citadines et des compacts. C'est le C3, hein, C3 qui est magnifique, oui, effectivement, mais qui n'est plus fabriqué en France. Hein, et de la même manière chez Peugeot, hein, y a encore de la 208 à Poissy, mais le cœur des fabrications de 208, hein, c'est Arnava aujourd'hui. Hein, et on va retrouver assez largement le même phénomène chez Renault, dont la Clio, qui est quand même le modèle phare, est principalement assemblée aujourd'hui à Bursa plutôt qu'en France. Oui. Bursa en Turquie, Tarnava c'était en Tchéquie. Voilà. En Slovaquie. En Slovaquie, voilà, pour être clair. Ah, donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a quand même une baisse de la production française sur laquelle on ne reviendra probablement pas, de la même manière qu'on est en déficit commercial automobile depuis 2008, hein, et que malgré la bonne santé actuelle, et malgré le fait qu'effectivement, chez Peugeot, on fabrique encore assez massivement et en soit exportateur, eh bien, on a une vraie difficulté à faire bénéficier complètement. Hein, donc, si vous voulez, on revient au volume petit à petit, on revient au volume produit en Europe et vendu en Europe, hein, avant la crise, mais on ne va pas revenir au volume produit en France, hein, avant 2005. Hein, les choses sont très claires à ce niveau-là, hein, du point de vue des constructeurs français. Oui, donc constructeurs massivement implantés en Europe sur le plan des usines, la qualité n'en pâtit jamais. Alors, Xavier Duchemin. Juste un point, on a 8 voitures origine France garantie. Oui. On est le seul constructeur à en avoir autant. Vous avez communiqué juste avant le mondial sur ce chiffre. Juste cette année, on a lancé beaucoup de véhicules. 2008, c'est Mulhouse. L'Expert, c'est Valenciennes. Le Traveler, c'est Valenciennes. La 3008, c'est Sochaux. La 5008, c'est Rennes. Donc en fait, la montée en gamme, ça nous permet de garder les productions en France. Et c'est quelque chose qui, je crois, a du sens et qui va nous permettre de continuer à produire beaucoup de voitures en France. Juste un mot sur la qualité. Quand on produit la 208 ailleurs qu'en France, on a des niveaux de qualité systématiquement ISO. En fait, toutes les usines du groupe sont en concurrence et à chacune de faire en sorte qu'il y ait la meilleure qualité. Ouais, j'imagine qu'elles sont sévèrement notées de toute manière. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on monitore. Et de toute façon, c'est un incontournable. Donc il faut que la qualité soit au meilleur niveau, quel que soit l'endroit du monde où la voiture est produite. Bernard Julien, la montée en gamme, c'est préserver des emplois en France? Oui, alors effectivement, hein, derrière la montée en gamme, il y a une stratégie un peu à l'allemande, hein, et l'idée que quand on est des pays à haut salaire, eh bien, c'est plutôt le haut de gamme qu'il est justifié économiquement de fabriquer sur les pays concernés. Évidemment, ça marche. Hein. C'est cohérent. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne permet plus d'accéder au volume auquel on accédait autrefois. Hein, et toute la question est de savoir si, avec une stratégie de montée en gamme, on peut effectivement redonner à l'industrie automobile française les volumes qu'il y avait antérieurement, ce qui a priori ne semble pas être le cas, mais même si on est bien content. Mais la valeur ajoutée est préserver l'emploi, ça c'est quand même l'essentiel. Préserver ce qui reste d'emploi, disons. Voilà, c'est ça. Ouais. Il reste combien d'emplois d'ailleurs en France, dans l'industrie automobile? Dans l'industrie automobile, chez les constructeurs, hein, on est aujourd'hui aux alentours de 80 000. Ouais, hein, et puis après, il y a l'industrie équipementière. J'allais dire une centaine de milliers. Alors, il y a l'industrie équipementière qui est assez développée également. Hein. Voilà, hein, et qui, elle, est exportatrice parce que l'ensemble du sourcing, de l'approvisionnement des sites, y compris à l'est de l'Europe,
ne se fait pas à l'est de l'Europe, ce qui permet à l'industrie équipementière d'être encore exportatrice. Donc, le site France, industriellement, a de très beaux restes. Ce que je veux signifier simplement, c'est qu'il y a une très grande vigilance à avoir encore par rapport à ce site-là, parce qu'on est dans un redressement qui finalement est très récent par rapport à 10 années, Anis horribilis, si vous voulez, que nous venons de vivre. Et donc c'est un traumatisme dont on n'est pas encore tout à fait sorti sur les grandes régions spécialisées dans l'automobile, peut-être Sochaux-Mulhouse mis à part. Voilà. On n'est plus dans une phase de désindustrialisation, en tout cas dans la filière automobile. Ça, c'est la grande nouvelle à retenir, effectivement. Merci Bernard, Julien, de votre analyse. On va se rapprocher un petit peu plus de vos préoccupations au quotidien, parce qu'il faut de la prise de recul, de l'altitude dans la télé du Mondial et dans Good Morning Mondial, mais il faut aussi vous parler de ce qui vous intéresse au quotidien. Alors, savez-vous pourquoi on a des airbags multiples dans nos voitures neuves, mais pas encore de trousses de secours de série, ni même, par exemple, de marteaux brise-vitres en cas de problème, comme dans les trains, les avions, les bateaux? Nous non plus, on ne le sait pas, et c'est tout de suite dans la conso. Avec vous, Daniel Quérault, président de 40 millions d'automobilistes, et vous, Laurent Colas, PDG de Rescue Me, qui est une société dont on imagine déjà qu'elle répond à la question du jour, évidemment, Rescue Me. Alors, Daniel Quérault, 40 millions d'automobilistes, a publié un sondage qui m'a beaucoup intéressé, juste avant les chassés-croisés estivaux, sur l'accidentalité, dites-vous, et les dispositifs de sécurité au volant auprès de 9000 conducteurs. Quels en sont les résultats ? Alors, parmi nos missions, je dirais, il est normal d'informer l'automobiliste de tout ce qui touche à son quotidien. Et la sécurité pour l'automobiliste et pour ses passagers est quelque chose d'extrêmement important. Donc, nous avons voulu faire un sondage pour savoir si les automobilistes avaient déjà été confrontés à des situations difficiles. L'accident, effectivement, il y a 57% des automobilistes qui ont été confrontés à un accident. Plus de la moitié. Et 44% qui ont été témoins. Témoin d'un accident, oui. Donc ça touche tout le monde, ça c'est voilà, clair. Ça touche tout le monde, donc nous avons voulu aller plus loin aussi, et nous avons regardé quelles situations ils avaient eu à faire, et chose intéressante, on voit qu'il y a 13% des automobilistes qui ont été bloqués un jour dans leur habitacle. On voit 13%, plus d'un sur 10 ? Oui. Qu'il y en a eu 11 qui ont eu un blocage de ceinture, et qu'il y en a eu et 4% qui ont été confrontés à des inondations. Vous voyez, ce sont les grands thèmes. Et dans nos, ça fait presque peur d'entendre des chiffres pareils. Et à un moment, nous avons rencontré effectivement le produit Rescue Me. Nous l'avons trouvé intéressant. Alors, on va en parler tout de suite après. Voilà. Et finalement, ça répondait à un certain nombre de situations difficiles que nous avons constatées dans ce sondage. Et donc, alors, je vous pose la question parce qu'on s'interroge tous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, selon vous, ni de marteau de sécurité, ni de trousse de sécurité 40 millions d'automobilistes devraient s'insurger ? Oui, mais si vous voulez, notre rôle, c'est d'informer. Je crois qu'on trouve effectivement un peu partout de l'information sur ce qui serait nécessaire de mettre à bord de l'automobile. Donc, alors, oui, je vous interromps. L'extincteur, on comprend très bien que ça ne soit pas de série parce que ça se périme. Oui. Donc ça, ok, à la limite. On peut en avoir un, on ne sait pas où le mettre, c'est compliqué, etc. Mais la trousse de secours quand même. Oui, la trousse de secours, c'est important, de même que la couverture de survie. Le grattoir pour l'hiver. Alors ça, je pense que les gens en ont quand même un peu. Oui, pas toujours. Alors on avait l'éthylotest, mais ça. Oui, l'éthylotest est obligatoire, mais on n'est pas verbalisé si on ne l'a pas. Donc il serait bon de rajouter aussi la trousse de secours, simplement. Une trousse de secours, une torche, des choses très simples, très basiques, que l'on n'a pas Bon, forcément. alors je vais m'adresser au constructeur. Xavier Duchemin, vous avez oublié quelque chose. Écoutez, moi je trouve ça fascinant parce que de notre côté, on fait beaucoup d'aides électroniques. Ah oui, alors des airbags, jusqu'à 13 par voiture. Des airbags, des dispositifs anti-assoupissement, des dispositifs qui empêchent la collision à faible vitesse, des lecteurs automatiques de panneaux pour respecter. Et je trouve que c'est très complémentaire les produits de M. Colas, dont j'admire d'ailleurs le design. Et en discutant avant l'émission, je me suis aperçu qu'ils sont en vente dans les concessions Peugeot. Donc j'invite chacun à venir dans les concessions Peugeot. Et vous ne le saviez pas. Ça, c'est amusant. Et c'est un point effectivement qu'il faut mettre en avant. Et j'encourage très fortement les concessionnaires à faire un petit pack d'éléments de première sécurité, comme vous le rappeliez. Mais bien sûr, parce que plutôt que de faire une petite remise au client. Voilà, je trouve ça très, très malin de faire ça. Voilà.
Et je trouve que c'est un très beau dispositif. Et puis encore une fois, on est complémentaires. Nous, on utilise l'électronique, toutes les disponibilités qu'il y a dans une voiture. Et c'est très bien d'avoir ces outils, ces petits gadgets qui nous permettent de sauver des vies. Alors parlons-en. Laurent Colas, donc vous avez été servi par Xavier Duchemin. Merci. Vous nous montrez ce que c'est que ce petit marteau de survie. Alors, voilà. Ça a l'air de rien. Non, c'est une taille de Rapprochez clé le de micro voiture. pour qu'on vous entende C'est bien. une taille de clé de voiture, tout simplement. Ouais, montrez-le bien. Donc voilà. Donc il a la particularité d'avoir un clip qui sécurise la lame de rasoir. Et il y a une lame de rasoir dedans. Alors ça sert à quoi ça? Alors, la lame de rasoir, c'est comme par rapport au sondage que M. Quiro vous faisait part. Il y a le souci d'une... On coupe la ceinture, j'ai compris. Voilà, c'est le souci de la ceinture de sécurité qui, parfois, peut rester bloquée à la suite d'un accident parce que la pression du corps, généralement, empêche de débloquer une ceinture. Ça peut, en effet. Et le système, au lieu d'être un marteau classique, c'est le système du poinçon qui avait été trouvé dans la technologie des charpentiers pour mettre une marque sur un morceau de bois avant de mettre un clou. D'accord. Donc on appuie. Voilà, c'est 2 ressorts. Et ça déclenche un pointeau. Voilà, c'est ça. Qui active une pointe d'acier en inox. Donc on met ça contre la vitre, on appuie et ça brise la vitre. Voilà, cette pointe vient avec une force de 5 kg. Sans effort. Voilà. Même les vitres sécurites. Donc c'est trempé. Pour le verre trempé, qui équipe 90% des véhicules neufs. Exactement. Et en tout cas tous les véhicules d'occasion. C'est pas fait pour les vitres feuilletées qui sont généralement celles qui sont au niveau du pare-brise. Oui, d'accord. Donc les vitres latérales, ça marche avec toutes les vitres latérales. On disait tout à l'heure, Daniel Quiro, 4% ont été sous-marinés, c'est ça? Oui, absolument. Et je vais vous raconter un témoignage. Et 13% ont eu un accident dans lequel ils étaient bloqués. Donc on répète, c'est important, c'est pas un gadget, le marteau de... Témoignage personnel, vous êtes tous... vous avez eu ce cas-là? Mon cousin qui habite Cannes a été confronté aux grandes inondations qu'il y a eu l'hiver dernier. Tout à fait. Il a vu l'eau monter à une vitesse phénoménale. C'est arrivé à hauteur des vitres. Il n'avait pas de rescue me, mais il avait un toit ouvrant. Il a eu la vie sauve parce qu'il a pu sortir par son toit. Mais effectivement, c'est là qu'on voit l'importance d'un outil comme cela, parce que les vitres sont très vite bloquées. La porte, il ne faut surtout pas l'ouvrir, on ne peut plus l'ouvrir. Donc briser la vitre, c'est extrêmement important et ça sauve la vie. Alors Laurent Colas, Rescue Me, vous en vendez énormément dans le monde, aux États-Unis en particulier. Oui, parce qu'aux États-Unis, on met souvent en avant des faits divers dans lesquels les personnes peuvent se trouver piégées dans un véhicule suite à des inondations ou à tombant dans une rive d'eau ou tout simplement un carambolage qui empêche la personne de se débloquer de son habitacle. Où on a souvent des vies qui ont été sauvées par le Rescue Me, où les enfants sont laissés dans une voiture pendant que les parents vont faire des courses. Alors qu'il fait chaud dehors. Mais oui, mais bien sûr, mais ça, on a des drames tous les ans en France avec ça, quoi. Tout à fait. Donc, alors, ça veut dire qu'il faut quand même expliquer à son enfant. Déjà, il ne faut pas faire la bêtise de le laisser dans la voiture avec le soleil. Il faut avoir la clé sur soi. Il faut avoir le. Voilà. Donc au départ, quand je dis la clé. Ça ressemble à un porte-clés. Oui. Donc on l'avait lancé auprès des forces de l'ordre, des pompiers aux États-Unis il y a une dizaine d'années pour l'intégrer sur les clés. Et par la suite, comme on s'est aperçu que de plus en plus de voitures n'étaient équipées sans clé, on a adapté le produit pour que les gens puissent le mettre derrière le rétroviseur ou sur le pare-soleil. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas intrusif dans l'habitacle. On a vraiment un petit produit qui est là bien dans les situations d'urgence extrême où il faut sauver sa vie, mais qui n'est pas comme dans les trains, une grosse vitre, à briser la vitre, prenez le marteau, etc. Voilà. Vous avez adapté ça à l'habitacle. On l'a adopté et bon, quand vous dites qu'il n'est pas aujourd'hui disponible dans les parcs de voitures ou quoi que ce soit... Mais alors Xavier Duchemin disait, il est vendu chez les concessionnaires Peugeot. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a Monsieur Quiro disait il y a quelques mois un dicton qui est assez vrai, c'est prévenir, c'est guérir. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a l'information qui devrait être beaucoup plus diffusée pour donner cette pédagogie sur les risques que comporte une voiture dans son habitacle. Vous avez des fonctions électroniques de plus en plus évoluées qui amènent du confort et sécurisant pour le passager et l'automobiliste, mais il a le risque aussi de défaillance, parce qu'on n'est jamais à la merci, on n'est pas à 100%
de la fiabilité des choses. Bah, on oublie toujours parfois l'essentiel finalement, hein, ce sont les gestes qui sauvent. Exact. Alors, dans les gestes qui sauvent justement, Daniel Quérault, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme autre conseil? Ah oui, alors nous sommes aussi promoteurs effectivement de la formation lors du permis de conduire au premier geste qui sauve. Et je crois que les pouvoirs publics sont en train de prendre conscience de cela, et je crois que c'est un projet qui va se faire, et on n'a pas assez de gens qui sont formés à ces premiers gestes qui sauvent, et les automobilistes devraient, quand ils passent leur permis, avoir cette formation pour pouvoir sauver les gens. Et j'en profite pour dire que... Alors ça, on ne l'avait pas il y a encore quelques années. On a peut-être évoqué le prix, mais je pense que Rescue Me, il faudrait conseiller à l'ensemble des automobilistes d'avoir cet outil dans leur boîte à gants, et parce que c'est finalement, je ne sais pas combien Peugeot le vend, mais c'est quelque chose de très accessible et très bon marché. Fait partie des Alors, excusez-moi, je termine en je dirais le boîte à gants, il ne faut surtout pas le mettre dans une boîte à gants. Ah ben voilà, alors parce vous vous rendez compte, c'est un endroit pas très accessible en cas d'accident. Sur le rétroviseur. Voilà, derrière le rétroviseur, sur les clés, sur les clés. Qui soit toujours visible, accessible. En effet. C'est l'expert. Merci messieurs pour ces vérités tout à fait édifiantes. Restons dans la sécurité. Appeler les secours, par exemple, c'est aussi un geste de survie, bien sûr, mais appeler les secours automatiquement quand on a un accident ou que vous faites un malaise, est-ce que c'est possible? Réponse oui, avec l'appel d'urgence, c'est dans équipement. Et nous accueillons sur notre plateau Antoine Trarieux pendant le changement de plateau, Intermutuelle Assistance. Bonjour Antoine Trarieux. Édifiant ce qu'on entendait quand même sur les gestes qui sauvent basiques. Oui, beaucoup de questions, beaucoup de chemins à faire et beaucoup de chemins déjà parcourus par les constructeurs dans ce domaine de la sécurité. Voilà, rapprochez bien le micro qu'on vous entende bien. Alors vous êtes directeur des services connectés chez Intermutuelle Assistance, alors IMA qu'on connaît très bien. Vous avez un maximum de travail pendant l'été. Il paraît que l'été dernier d'ailleurs ça a été un record en termes de panne. Alors oui, effectivement, les véhicules qui se perfectionnent de jour en jour et d'année en année. Alors, pardon, votre micro est éteint, il va falloir qu'on le rallume. Quelqu'un a éteint son micro ou les piles sont en mauvais fonctionnement. On va être obligé de vous reposer la question, voilà. Effectivement. On est bon, on fonctionne ? C'est bon. Bon, parfait. Alors, je reprends ma question, effectivement. Donc, Intermutuelle Assistance, IMA, c'est connu de tout le monde, c'est connu de vous, chers internautes. 1 sur 3 avait affaire à un contrat d'assistance avec IMA, probablement. Record cet été de panne, l'été dernier, parce qu'il a fait très chaud. Oui, vous l'avez rappelé, Manuel Terdal, IMA est le leader effectivement de l'assistance routière en France, et les véhicules, même s'ils sont de plus en plus perfectionnés et tombent de moins en moins en panne, sont toujours victimes malgré tout des phénomènes climatiques. C'est clair que les températures excessives ont un impact direct. Également peut-être cet été particulièrement un impact de vieillissement de parc et peut-être d'un moindre entretien du parc véhicule. Donc ça, évidemment, la sanction, quand le véhicule n'est pas entretenu, il tombe plus facilement en panne, évidemment. Oui, on rappelle que l'âge moyen du parc qui circule en France, des 30 millions de véhicules, un peu plus même, c'est 9 ans. Voilà, donc évidemment, à 9 ans, un véhicule tombe plus en panne que lorsqu'il est tout neuf, comme par exemple le 3008 et le 5008 qu'on peut voir sur le mondial. Antoine Trarieux, on parle de maintenant l'appel d'urgence automatique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, l'appel d'urgence automatique, c'est finalement une assez vieille histoire, puisque, je me tourne vers M. Duchemin, en France, depuis 2003, PSA, à travers ses différentes marques, a lancé des systèmes d'appel d'urgence connectés, embarqués dans les véhicules. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le premier parc équipé de ce dispositif en France et en Europe. Ce qui change... Depuis 2003, ça fait 13 ans. Comment ça s'appelle, ça, chez Peugeot, l'appel d'urgence? C'est Peugeot Connect. Peugeot Connect. Et vous avez, en fait, c'est très simple, vous avez un lion et un symbole SOS et vous appuyez si vous avez vraiment besoin. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que si vous avez un accident, ça se déclenche automatiquement. Ouais. Et j'ai eu la grande chance d'aller à Niort voir les équipes IMA. Ouais. C'est absolument fabuleux. C'est des gens qui, en permanence, sauvent des vies ou dénouent des situations difficiles de gens qui ont eu un accident ou une panne sévère sur leur véhicule. Alors, techniquement, comment ça fonctionne, l'appel d'urgence? On est dans une Peugeot. Alors, techniquement, les fonctionnalités d'un système e-call, d'un dispositif e-call, c'est 4 fonctionnalités majeures. Ouais. La première, vous avez un dispositif qui va être géolocalisé, puisqu'il doit transmettre votre localisation au secours, y compris automatiquement. Le deuxième élément, il est évidemment communicant, donc communicant avec une transmission de données, mais également un mode vocal. Donc il est doté d'une carte SIM, 2G ou 3G selon le dispositif. Le troisième élément, c'est qu'il doit détecter le choc.
Donc les dispositifs PSA sont couplés aux capteurs de choc, donc les mêmes qui vont déclencher l'airbag ou les prétensionnels de ceinture. Et donc c'est le véhicule lui-même qui va déclencher l'alerte vers les secours à travers la plateforme IMA. Mais pas seulement, parce que quand on fait un malaise, alors là on a le bouton. Évidemment, et c'est d'ailleurs un des points qui a été important, il était en débat assez longuement au niveau du Parlement européen, puisque la question c'était est-ce que l'appel automatique est suffisant? En fait, non, pour deux raisons. D'une part, la mobilité, sécuriser la mobilité, ce n'est pas s'intéresser qu'aux véhicules, mais également, bien évidemment, aux conducteurs. Je dirais même surtout aux conducteurs. Tout à fait. On l'a vu tout à l'heure avec les gestes qui sauvent. On a beau mettre des airbags partout, si on n'a pas de marteau pour sortir, bon. Notre conception, c'est que le véhicule doit être de plus en plus une bulle sécurisée. Et nous devons, nous, sociétés de services, accompagner la sécurisation de cette mobilité. Donc, alors, IMA est un opérateur majeur, un pionnier. Alors, IMA, grâce à PSA, d'urgence, est effectivement un pionnier dans le service e-call. Aujourd'hui, nous sommes leaders sur le marché européen et très fortement leaders sur le marché français. Ceci étant, effectivement, on s'appuie là sur le développement historique des systèmes e-call. Ce qui est en train de changer, c'est finalement l'impact d'une réglementation européenne. Alors justement, on va en parler tout de suite parce qu'en 2018, je crois, il y a du changement. Tout à fait. Tout à fait. À partir d'avril 2018, les nouveaux types de véhicules devront être soumis à l'homologation en intégrant un dispositif de ce type d'appel d'urgence. Tous les nouveaux véhicules, Xavier Duchemin, qui sortiront de chez Peugeot en 2018, l'auront en série. Et le futur, c'est déjà maintenant, parce que sur la 3008, l'ensemble des versions est équipé de ce dispositif. Et d'ailleurs, la 3008 a été élue voiture connectée de l'année il y a 2 jours au Mondial de Paris. On a encore un micro éteint, pardon. Désolé, on a un petit problème technique ce matin avec les micros. Bernard Julien, pouvez-vous donner votre micro à Xavier Duchemin? On fait un échange en direct sur ce plateau. Merci Nous beaucoup. sommes en direct. Voilà. Donc, on parle de systèmes très évolués, mais les piles des micros restent classiques, malheureusement. Chez Peugeot, ça marche bien, la voiture connectée. La preuve, c'est 3008. Toutes les versions, ou quasiment toutes les versions, sont équipées du dispositif. Et la 3008 a d'ailleurs été élue voiture connectée. 3008 ancienne génération. Non, la nouvelle 3008 a été élue voiture connectée de l'année en France. Donc effectivement, vous êtes en plein dans et on a un coup d'avance sur le sujet qu'on entend bien garder. Alors pour être tout à fait transparent, il n'y a pas seulement PSA, donc il y a aussi Citroën et DS, bien sûr, qui sont concernés au sein du groupe PSA, mais il y a aussi Opel et BMW. Oui, effectivement. Aujourd'hui, d'ailleurs, la perspective du déploiement obligatoire de l'e-call a généré la multiplication des offres. Donc récemment, Opel, avec sa filiale OnStar, a lancé son service sur le fameux OnStar sur lequel la marque communique en ce moment. Qui a fait beaucoup de buzz à travers des Ça fait vendre des voitures aussi, d'ailleurs. Plus proche de nous, cette année, donc IMA a lancé les services pour Volkswagen et Audi, par exemple, sur le territoire national, donc avec moins de communication, d'effets de communication. Néanmoins, on est bien sur une stratégie de fond du monde des constructeurs automobiles. Et en 2018, de toute manière, ils y passent tous. Alors en 2018, ils y passent tous sur les nouveaux modèles. Tout à fait, sur les nouveaux modèles. Oui, merci Emmanuel. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est absolument passionnant parce que effectivement, l'appel d'urgence, et on le rappelle, pas seulement quand la voiture se crache, mais lorsque, par exemple, une personne âgée qui conduit, parce qu'on n'a pas encore de visite médicale, on aurait pu en parler tout à l'heure, obligatoire pour les plus âgés d'entre vous qui nous regardent, ou vos parents, votre famille, à 80 ans, on peut faire un malaise dans une auto. Et l'appel d'urgence, on a un bouton de détresse, c'est absolument fondamental, et c'est pour ça que dans toute l'Union européenne, donc en 2018, sera intégré l'e-call, l'appel d'urgence, sur tous les nouveaux modèles. Merci à vous, Antoine Trarieux. Merci à IMA d'être un opérateur de cette mobilité sécurisante. Merci Emmanuel Tayarda. Merci messieurs. Saviez-vous qu'il existe, sans transition je dirais, un magazine numérique du mondial, un vrai journal téléchargeable de chez vous, si par hasard vous n'avez pas le temps de venir, ou surtout si vous voulez prolonger l'expérience du mondial? Eh bien nous on le sait, oui, il existe effectivement ce magazine, c'est l'hebdo du mondial et ce sont les bons plans du mondial. Les bons plans du mondial, ce n'est pas toujours sur le salon qu'on les trouve, c'est aussi sur le site mondial-auto.com. Allez dans la rubrique médiathèque et cliquez sur l'hebdo du mondial et là vous allez découvrir une perle. Le numéro 1 est en ligne, c'est jusqu'à jeudi prochain et après ce sera le numéro 2. Il est soit visionnable, soit téléchargeable en PDF et on est avec vous, Robert Puyal, vous êtes l'artisan
de cet hebdo du mondial, rédacteur en chef. Alors, c'est un bien grand mot, moi je dis artisan finalement. Parce que bien, c'est du artisan, travail c'est bien. cousu main que vous avez fait. C'est bien. Bravo, c'est un beau Petite magazine. équipe, un petit commando qui s'occupe de ça à la demande des organisateurs. On est très content de le faire. Ouais, ouais. Alors on voit la couverture de cet hebdo. On a un numéro 1 riche et de qualité, vraiment, Merci. avec un dossier sur le design et les designers. On a un point sur la voiture autonome. On a un gros plan sur les concept cars qui nous apprennent évidemment le futur proche des marques. Et on va le voir à l'écran, donc ce dossier sur le design et les designers avec des portraits de... Ah ben, je vous laisse le dire, tiens. Alors, nous, vous dites apprendre, on essaie surtout de distraire et on essaie surtout de s'amuser nous-mêmes. Je pense que là, on est avec des messieurs très sérieux qui sont des stratèges, des comptables, des historiens, des gens qui se préoccupent de sécurité. Eh bien, bien sûr, parce qu'on est dans une émission sérieuse. Et oui, c'est Et là, terrible, vous êtes la c'est bulle terrible. de respiration Voilà, pour nous. j'essaie de vous dérider. Et on a notamment donc, Flavio Manzoni, designer de Ferrari. Voilà, parce que la voiture, c'est c'est aussi du plaisir. Donc, on Voilà. a des acheteurs qui viennent regarder les vraies voitures, disons les Peugeot, par exemple, Ouais, entre ouais. autres. On a Mais on a Jean-Pierre aussi Ploué. des gens qui viennent rêver, et les designers sont aujourd'hui de plus en plus, sont des gens eux aussi très sérieux qui s'occupent de cultiver la pulsion d'achat chez les acheteurs, mais ce sont aussi des sortes d'artistes. Quand on fait une Ferrari aujourd'hui, c'est pour les 2000 personnes qui réussiront à s'en acheter une cette année, mais c'est surtout, je pense, je dis bien surtout, pour les gens dont je suis, qui rêveront toute leur vie d'avoir une Ferrari sans jamais l'avoir, et qui et donc sont le public de ces gens-là, de Mais ces designers. Ce qui frappe quand même, parce que vous êtes un professionnel qui connaissait la filière depuis bien longtemps. Oui, hélas. On a eu une période où on starifiait les designers automobiles. C'était Chris Bangle chez BMW, par exemple, était une star à l'époque. Ben, ils y mettaient du beurre. Hein. voilà. Monsieur Ils- Bangle, ils- Monsieur alors, Brandt, ils y étaient mettaient des gens du qui cœur, aimaient ils bien le Star System. Ils avaient un ego surdimensionné. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On a des gens très discrets, à l'image d'ailleurs de, par exemple, Jean-Pierre Ploué, le patron du style de PSA, Xavier Duchemin. C'est quelqu'un qui n'aime pas se montrer. Non, mais qui a fait un travail fantastique pour les 3 marques du groupe. On lui doit beaucoup au cours des années. Et effectivement, c'est quelqu'un qui travaille dur, qui connaît parfaitement l'automobile et qui est resté très humble. Et qui aime bien, m'a-t-on dit, les week-ends en 2 chevaux. Mais ça, chut, ça Il ne aime nous beaucoup les regarde vieilles pas. voitures. Oui. Et Michael Mauer chez Porsche, par exemple, qui est un designer Oui. que tout le monde ne connaît pas. Hein, vraiment. Voilà. Enfin, On essaye ça, Discret. de présenter 5 personnes, 5 personnalités qui sont à la jonction entre ça, l'automobile spectacle et l'automobile tout à fait objet sérieux, objet technique. ouais. Et puis alors, ça c'est pour les designers, il y en a combien? 6 pages, 8 pages? C'est un gros dossier. Oui, 8 hein. pages, 8 5 pages, designers, hein. Voilà. un petit peu Ouais, présentés ouais. avec Très leur travail. intéressant, effectivement. Merci. Mais il y a aussi un autre dossier qui a retenu mon attention, ce sont les horizons coréens. Et vous avez titré, vous auriez pu être titreur chez Libé, ça s'agite pas mal au pays du matin calme. Oui, eh bien, on essaye encore une fois de s'amuser, donc d'être un petit peu amusant si on y arrive. Voilà. Alors, en fait, ce dossier, il présente une analyse finalement des raisons du succès du groupe Hyundai. C'est donc oui. les marques Hyundai et Kia. Analyse, c'est trop flatteur, c'est pas vraiment ça. Vous savez, je pense que ce magazine, soyez on pas le trop fait. modeste. Non, mais c'est pas de la modestie. On essaie de faire quelque chose qui est peut-être plus difficile, qui est de se mettre dans la peau du visiteur Ouais, bien et sûr. de parcourir les stands. Et je crois qu'en lisant le magazine, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a des surprises de page en page. Il y a des centres d'intérêt majeurs, qui peuvent donner un fil conducteur, par exemple les designers. Mais je crois que tout amateur de voiture, il est appelé par la belle rouge qui est au fond du stand là-bas. La Une belle autre rouge voiture- là, plus loin belle, plus Oui, loin la rouge. belle hein. rouge, Voilà. oui, On sinon n'est c'est pas le dans le jambon. Voilà, c'est ça. Et ainsi de suite, il va pouvoir être attiré par une animation au hasard d'un stand, un modèle qu'il n'était pas venu voir et qui d'un seul coup l'intéresse et l'attire. Voilà. C'est Ouais, ça le salon. effectivement. Ouais, ouais. Mais on a trouvé ça très intéressant, même si effectivement on est un peu copains, puisqu'on fait partie de la même organisation. Voilà. Mais je le dis vraiment du fond du cœur, c'est un beau C'est magazine. gentil, merci. Jeudi prochain, la seconde édition va sortir. Qu'est-ce que vous allez nous concocter, sans Après-demain. trop déflorer le sujet? Après-demain, alors on va essayer d'analyser un petit peu les tendances crossover et SUV qui sont maintenant majeures. Bon, Voilà, parmi les Peugeot est dans le nouveautés, coup. Peugeot est dans le coup. voilà, Peugeot lance 3008, 5008. Bon, il y a beaucoup de nouveautés sur ce segment-là. Donc c'est une évolution quand même de l'histoire. Monsieur Julien, qui est historien, le dirait mieux que moi. Une évolution un petit peu surprenante d'ailleurs, mais fascinante comme tout ce qui se passe.
Et on essaie de parler de ça, voilà. Bon, eh ben on se propose de vous accueillir jeudi pour nous révéler en vous exclusivité voudrez. le contenu du numéro 2. En attendant, chers internautes, téléchargez chez vous le numéro 1 de l'hebdo du mondial. J'espère qu'on vous a donné suffisamment envie. Qu'est-ce qu'on en fait pour vous quand même au mondial de l'automobile, hein? Venez nous rendre visite, venez. Il y a tout ce qu'il faut. De la restauration de tout niveau, il y a des garderies, il y a des accès pour les personnes à mobilité réduite. Tous les stands ont l'obligation d'avoir une rampe d'accès, c'est évidemment le cas sur le magnifique stand Peugeot. Venez chez Peugeot découvrir le High Cockpit, les nouveaux 3008, 5008, mais aussi la finition GT Line, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps de tout dire. Ce mondial, il est magnifique, il est pour vous, chers visiteurs. Merci à vous, messieurs, d'avoir échangé avec nous, de vous être rendus disponibles pour bien informer nos internautes et nos visiteurs. Excellente journée à vous tous. À 11h, c'est Autotechno avec mon complice Laurent Meillot. À 14h, mon second complice Nicolas Lefrançois avec l'automobile dans tous les états. Et je vous retrouve pour ma part à 17h pour On refait le mondial. Excellente journée à vous.